Le voyage dans le temps n'existe peut-être pas encore, mais vous pouvez avoir un aperçu des années 1950 si vous arrivez à mettre la main sur du bœuf séché à la crème, de la saucisse allemande ou même Burke, un sandwich à la sardine. Mais attendez, ne vous laissez pas tromper par l'apparence. Bien sûr, ouvrir une boîte de sardines et voir toutes ces petites bêtes vous regarder de travers, c'est perturbant. Mais il y a une raison pour laquelle les gens en mangeaient. Les sardines étaient une garniture de sandwich populaire car bon marché et délicieux. Le célèbre burger de sardines du Maine se composait de sardines en conserve, cornflakes, persil, oignons hachés et jus de citron, façonnés en galettes puis frits au beurre à feu doux. Les sardines en sauce tomate étaient aussi populaires, à mettre facilement sur du pain ou des crackers. À la fin des années 50, les sardines ont été fortement concurrencées par le thon, puis ont lentement sombré dans l'oubli. Les sandwichs aux sardines existent encore, mais on les trouve surtout hors des États-Unis, notamment à Singapour et en Malaisie. Même si vous n'êtes pas fan de golf, vous avez probablement entendu parler du Masters. Ce tournoi attire chaque année plus de 90 000 spectateurs à Augusta, en Géorgie. Nourrir une foule de cette taille demande des repas rapides et faciles, comme de délicieux sandwichs froids. C'est ainsi que le sandwich au fromage au pimentos est devenu populaire lors du Masters dans les années 1950 et reste un symbole du tournoi à ce jour. Les pimentos cultivés en Amérique sont apparus en 1916 quand la famille Rigel d'Experiment, en Géorgie, a commencé à récolter et à mettre en conserve une version locale des piments espagnols. La création du fromage au pimentos n'est pas définitivement liée à une personne ou un lieu précis. Bien que dans les années 1940 et 1950, les Américains l'aient adopté à la fois comme trempette et comme garniture pour sandwich. Ce mélange de cheddar râpé, de pimentos et de mayonnaise, de fromage à la crème ou des deux, est devenu une garniture de sandwich très appréciée, surtout dans le CID. La première mention de sandwich au fromage au pimentos lors du Masters remonte à 1947, lorsque Hodge et Ola Herndon ont commencé à les vendre sur le parcours pour 25 cents chacun. L'aspect abordable fait partie de l'héritage de ce sandwich. Donc il te faut un sandwich au fromage pimento qui coûte combien? 150 $? C'est ça. Il ne coûte que quelques centimes au Masters, le même prix depuis 2002. Avant ça, il ne coûtait qu'1,25 $. Les buffets des années 50 étaient un régal visuel et gustatif, rendant le pain de mie glacé à étage très apprécié. Ses origines remontent à une spécialité scandinave appelée smorgasbord. Comme son nom et son apparence le suggèrent, le pain de mie glacé a été créé pour être partagé. Il se compose de couches de pain et de garnitures à tartiner, comme la salade d'œufs, de poulet ou de jambon. Ces sandwichs empilés sont enrobés de fromage à la crème ou de sauce dressée à la poche et décorés de tranches d'œufs durs, de concombres et de diverses garnitures. Dans la culture scandinave, le smorgasbord reste un mets salé apprécié lors des occasions spéciales. Avec l'évolution des goûts, le pain sandwich glacé du XXIe siècle mise moins sur les artifices tape à l'œil et davantage sur son authenticité et son côté convivial à partager. Le bœuf séché à la crème sur toast, aussi appelé le SOS, est un repas militaire composé de morceaux de bœuf maigre salés et séchés, servis avec une sauce blanche. Pendant la Grande Dépression, les familles pouvaient se procurer du bœuf séché, alors qu'un mélange de lait évaporé, de farine et de beurre ou de margarine servait à préparer la sauce. SOS était un terme militaire signifiant « sauver nos âmes », toujours la même bouillie, ou plus explicitement, merde sur une tartine. Dans les années 1950, le SOS réconfortait ceux ayant vécu des périodes difficiles. On n'en mange peut-être plus beaucoup aujourd'hui, mais sa simplicité et sa réputation légendaire méritent d'être rappelées. Le sandwich chow mein est originaire de Fall River, dans le Massachusetts, vers la fin du 19e ou le début du 20e siècle. À l'époque, la ville était un centre important du textile, et les immigrés chinois qui géraient des restaurants voulaient créer un plat de déjeuner adapté aux ouvriers d'usines européens. En mettant des nouilles chow mein croustillantes, de la viande et une sauce brune entre deux pains à hamburger, le sandwich chow mein avait un aspect familier pour les ouvriers de Fall River tout en introduisant de nouvelles saveurs. Sa popularité a explosé et dans les années 1950, la demande s'est étendue à d'autres endroits, comme le célèbre Nightons sur Coney Island à Brooklyn. Comment le mange-t-on? Avec les mains. En fait, non, mais merci de demander. Vous voyez, le sandwich chow mein est tellement garni qu'il faut le manger avec une fourchette. Mais c'est justement ce qui fait tout son charme. Les sandwichs des années 1950 évoquent forcément les repas emportés dans une gamelle. Les travailleurs du milieu du siècle n'allaient ni chez Subway à midi, ni déjeuner régulièrement dans des restaurants chics avec 3 martinis. Alors, beaucoup d'entre eux apportaient plutôt des boîtes contenant des choses très simples. Le sandwich à la bratwurst était un choix populaire, surtout chez ceux d'origine allemande. La bratwurst est une saucisse allemande fumée, une sorte de pâté
qui appartient à la même famille que le Leberwurst. Un sandwich à la Bratwurst Braun nécessitait seulement une couche de ce pâté tendre, avec beurre, mayonnaise ou ketchup. Les fidèles admirateurs en explorent les possibilités en la réchauffant et ajoutant des garnitures comme bacon, oignons doux ou œufs durs. Mais au fond, le sandwich à la Bratwurst est dans sa forme la plus authentique, sans aucun artifice. Dans les années 1950, les sandwichs fins, ou tea sandwich, annonçaient souvent le moment de sortir les cartes pour jouer au bridge. Ils tiennent leur nom du thé de l'après-midi britannique. Un tea sandwich contient généralement des garnitures malléables, étalées entre des tranches de pain non grillées. Après assemblage, ils sont découpés en petites portions et on retire les croûtes. Dans les années 40 et 50, les tea sandwichs étaient souvent garnis de salades à la mayonnaise aux crevettes, aux œufs ou au jambon, ou de tartinades de légumes. Des garnitures comme fromage à la crème au saumon ou concombre, ou noix de pécan avec mayonnaise et céleri, étaient proposés dans des livres de recettes pour femmes préparant le déjeuner. Certains petits sandwichs de l'heure du thé révèlent aussi les subtilités de l'étiquette féminine de l'époque. La version aux légumes demandait des légumes finement hachés à la main, liés à la mayonnaise et à la gélatine, sans ail, herbes ou graines pouvant laisser une mauvaise haleine ou se coincer dans les dents. Les sandwichs Monte Cristo figurent aujourd'hui surtout dans les diners rétro, mais dans les années 1950, ils étaient très populaires, bien que peu originaux. Il existe des versions modifiées du croque-monsieur. Un sandwich chaud composé de jambon et de fromage gruyère sur du pain moelleux, nappé de sauce béchamel. Sa version féminine, le croque-madame, ajoute un œuf au plat. Le Monte Cristo doit son nom au roman de vengeance Le Comte de Monte Cristo et a officiellement reçu ce surnom du restaurant The Brown Derby à Los Angeles. La recette utilise 3 tranches de pain blanc beurré, du jambon, du poulet et du fromage suisse. On trempe le tout dans de l'œuf, puis on le fait dorer à la poêle. Et on sert avec de la gelée de fruits ou une sauce au canneberge. Le Brown Derby a lancé le Monte Cristo en grande pompe, bien que des versions antérieures existaient sous d'autres noms. Les versions courantes du Monte Cristo des années 50 utilisent souvent 2 tranches de pain au lieu de 3 et remplacent le poulet par de la dinde. Qu'en pensent les enfants? C'est le plus dégoulinant. On pense que le côté salissant de ce sandwich est l'une des raisons qui ont inspiré son nom. Les Sloppy Joes sont généralement considérés comme un plaisir coupable peu raffiné, mais certaines autorités culinaires ont un faible pour ce plat. Le légendaire James Beard a même inclus une recette de Sloppy Joe dans son livre de cuisine de 1972, La cuisine américaine de James Beard. Les sandwichs à la viande émiettée viennent des petits restaurants du Midwest des années 1920. Mais l'origine du Sloppy Joe reste floue. Sloppy Joe's désignait un bar des années 1930 à La Havane, à Cuba, fréquenté par l'élite hollywoodienne, et un restaurant des années 1940 à Key West, en Floride, sans lien confirmé avec le sandwich. Pour le palais moderne, un sandwich à la tartinade de mortadelle est à la fois malsain et peu appétissant, même si certains ne peuvent résister à la nostalgie. Comme beaucoup d'aliments d'autrefois, la salade de mortadelle est devenue populaire parce qu'elle permettait de nourrir beaucoup de monde à moindre coût. Inspirée de la salade de jambon, autre spécialité rétro des charcuteries, elle a été largement adoptée comme alternative moins chère et surnommée « fausse salade de jambon ». La préparation est similaire à d'autres salades à la mayonnaise. Mortadelle hachée, mayonnaise, œufs durs, cornichons ou relish sont mélangés et assaisonnés selon le goût. L'ajout d'oignons ou de céleri est aussi fréquent. Certaines anciennes recettes préconisent de mixer la salade de mortadelle jusqu'à obtenir une texture lisse, ce qui expliquerait la réticence actuelle de beaucoup. Même si elle est mélangée à la main avec une fourchette, la salade de mortadelle a une consistance douce et spongieuse, ce qui est certainement un goût qui s'acquiert. Les sandwichs à la salade de mortadelle sont encore consommés au XXIe siècle, mais généralement seulement avec ce sentiment teinté de nostalgie. C'est vraiment n'importe quoi. La culture culinaire des années 1950 privilégiait les dîners familiaux, généralement centrés sur un plat de viande. Le pain de viande est l'un des plats principaux les plus réconfortants qui soient, il est donc logique qu'il ait été populaire dans les années 50. La cuisine maison entraîne inévitablement des restes. Et dans le cas du pain de viande, un sandwich était l'un des moyens les plus simples d'utiliser le dîner de la veille. Si vous aviez le temps et les ressources, un sandwich chaud au pain de viande sur du pain grillé était une option très tentante. Pour les ménagères des années 50 préparant des déjeuners, la version froide était plus logique. Tout l'intérêt d'un sandwich au pain de viande, c'est de pouvoir en couper une tranche bien épaisse. Le pain de viande traditionnel est riche en chapelure et recouvert de sauce tomate. Donc un sandwich froid n'a pas besoin de condiments ou garnitures, ni d'un pain spécial. Des tranches épaisses de pain blanc, au levain ou de blé conviennent parfaitement. Depuis 1937, peu d'aliments ont autant divisé le public que le spam. Puis-je avoir des œufs, du bacon, du spam et des saucisses sans le spam? Oui, que voulez-vous dire? Je n'aime pas le spam.
La viande de porc en conserve de Hormel Foods était présentée comme la viande miracle, la plus facile à conserver et la plus polyvalente, et elle était aussi abordable. Après avoir expédié 150 millions de livres de spam à l'étranger durant la Seconde Guerre mondiale, le spam a été catalogué comme un aliment destiné aux militaires. Grâce à la publicité intensive de Hormel, les familles d'après-guerre ont commencé à acheter régulièrement du spam, et les sandwichs au spam, ou spamwich, sont ainsi devenus courants. Le slogan de Hormel, « Du spam froid ou chaud, c'est toujours bon », était vrai pour les sandwichs au spam. Quelques tranches pouvaient remplacer le jambon ou la mortadelle dans un sandwich froid avec laitue et tomates, tandis qu'en sandwich chaud, elles se mariaient bien avec du fromage fondu. Hormel vantait aussi la simplicité d'un burger au spam grillé ou frit, avec le slogan « Flippity Flop, c'est prêt, burger au spam dans un petit pain ». Alors qu'une grande partie de l'Amérique profonde essaie de décider si elle doit aimer ou détester le spam, les populations asiatiques étaient beaucoup moins ambivalentes. Les émigrés japonais à Hawaï ont créé le musubi, ou le spam façon sushi, qui est aujourd'hui un classique régional. Quant au spamwich qui perdure, la version du 21e siècle est souvent garnie d'un œuf.